Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Grand Palais, Forum international bois construction 2026. Et avec mes deux invités, nous allons partir au Japon. Pour partir au Japon avec moi, vous êtes Pierre Bonianov, c'est ça ? Je ne vous ai pas trop écorché votre nom. Vous êtes architecte, vous êtes directeur de projet de l'agence Lina Gottene. Prenez votre micro. Lina Gottene Architecture. Merci. Et vous êtes... présentez-nous l'agence, s'il vous plaît. Nous, on est agence dirigée par Lina Gottene, architecte franco-libanaise, qui récemment devenue assez reconnue mondialement. Nous, on est réalisé dans les dernières années les bâtiments iconiques comme les pavillons Serpentine à Londres. On a aussi fait le bâtiment très écologique, disons, au niveau très exigeant, par exemple les maroquineries Hermès à Louviers, en France. On est aussi très actif au niveau international. Et aujourd'hui, on va vous raconter un peu le projet de pavillon de Bahreïn dans le cadre d'Expo universelle à Osaka. À Osaka. À côté de vous, classe de RIC. Je ne vous ai pas trop écorché. Ça va. Vous êtes ingénieur et votre bureau d'études s'appelle Bollinger-Groman, c'est ça ? Tout à fait, oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Merci, avec plaisir. Bureau d'études international, donc on a 25 agences, on est à peu près 450 personnes. On est spécialiste structure et façade et d'origine allemande, donc le bois est un peu dans les gènes, je dirais. Donc ça fait depuis très longtemps qu'on a le sujet de bois. Et effectivement, avec l'architecte Lina Gottene, avec qui on travaille depuis de nombreuses années, on a eu l'occasion de partir en voyage avec des connaissances françaises, disons, ou européennes en tout cas, pour réaliser un pavillon à la japonaise. Réaliser un pavillon à la japonaise pour Bahreïn, c'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce qui fait parlez-nous du projet en fait. Hein. Qu'est-ce qui fait sa singularité et pourquoi le bois arrive assez facilement dans ce projet ? En fait, la réflexion sur ce projet, c'était plutôt comment lier les deux cultures. En fait, on a commencé le développement de ce projet-là par une recherche. En fait, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux cultures, en fait, entre la culture bahreïnie et la culture japonaise. Effectivement, ce sont les deux nations îlois, disons, donc ils habitent les îles auxquelles l'état est différent. Mais ça ramène un certain mode de vie, effectivement. Donc, et la mer joue une mode primordiale, en fait, pour ces gens-là. Et en plus, donc, on s'est dit qu'est-ce que peut représenter, en fait, cette liaison entre les deux pays dans la meilleure façon. Donc, nous, on a utilisé un peu cette notion d'un bateau, en fait, comme une sorte de transmission de savoir-faire, une transmission de culture entre les deux points géographiques. Mais on était ici fascinés parce qu'en fait, la culture bahreïnie, peut-être quand on parle de Moyen-Orient, on voit très souvent en fait la partie superficielle de leur histoire, mais l'histoire du peuple, en fait, il est beaucoup plus profonde. Donc, par exemple, nous, on a fait la recherche historique et il existe un épique de Gilgamesh, donc c'est une sorte de folklore mésopotamien, qui raconte un peu l'histoire plus ou moins biblique. Sauf qu'on sait de l'arc de Noé ou quelque chose comme ça, mais c'est juste les deux histoires sont très, très semblantes. Sauf que dans l'épique de Gilgamesh, le Gilgamesh qui est héros, ils arrivent sur un île pour sauver effectivement les gens. Et gardez bien votre micro près du menton. Pour sauver les gens qui étaient sur son bateau. Et cette petite île, c'est Bahreïn, en fait, c'est l'île de Bahreïn. Donc on s'est dit qu'en fait, c'est vraiment, il y a une forte connexion avec, par les gens locaux, avec ce type de déplacement, en fait, le bateau, en fait, c'est vraiment très important. Et donc ils ont certaines cultures pour construire ces bateaux, le dos, qui est aussi présent effectivement dans les autres nations, comme par exemple Émiratis, Qatari. Mais à Bahreïn, quand on a visité le site, disons le site de Manama, pays, en fait, il y a des chantiers navals ouverts. Et les gens, c'est presque le travail d'artisan
comment ils font en fait façonner le bois pour créer le fond du bateau. Et ça, c'est ce que nous a donné en fait la première intention pour réaliser ce pavillon-là. Donc en fait, on voulait faire partager cette connaissance de chantier en fait, parce que l'architecture, c'est essentiellement aussi le chantier. Donc c'est peut-être cette processus de construire quelque chose ensemble sous les yeux de notre culture. Et ça, c'était très intéressant en fait. C'est ce que nous trouvé un peu à partager avec ce projet. Avec ce projet. Donc là, on voit le projet terminé. Quel est le principe de ce projet? Qu'est-ce que vous avez voulu amener dans ce projet? Quel est son principe? On a un gros principe bioclimatique, je crois. Hein. Oui, donc le projet, dès le début, était pensé comment optimiser effectivement l'usage de matérialité, des matériaux, comment faire l'espace vivant sans pour autant créer peut-être un coque, un volume très enfermé. Et aussi pour utiliser effectivement la ventilation naturelle, utiliser les matériaux qui peuvent être réutilisés dans le futur. Et donc on est parti dans le principe, en fait on a découvert qu'en Japon il existe un certain standard pour le bois, pour les pièces de bois que vous pouvez acheter sur les grandes surfaces comme en France par exemple. Et ces pièces de bois, ils ont une taille particulière, c'est en section 12 par 12 cm et 4 mètres de longueur. Donc on est parti de ce principe, comment on peut utiliser ces petits éléments, de l'assembler dans une manière que ça peut être démantelé à la fin et réutilisé comme un élément vraiment de marché très courant en Japon. Par exemple, dans le cadre de ce projet-là, quand on était en train de le construire, en fait, on a réussi d'obtenir un peu de réduction, disons, sur le coût total de bois par le fait que l'entreprise a dit qu'elle peut reprendre certains éléments à la fin du chantier pour réutiliser pour les autres constructions. Voilà, donc c'était en fait une pensée dès le début, comment construire pour démanteler, pour le réutiliser à la fin. Et comment vous vous emparez, vous, ingénieur, de ce projet en termes de structure et de ce bois finalement assez standard, hein. On est sur quelque chose on est sur des bois très standards, c'est ça? Même mieux que ça, en fait, on s'était pris ensemble dès le début certains paramètres, certaines ambitions ensemble. Donc, comme Piotr le dit, on voulait que ça soit 100% réutilisable. Sans aucune technique amenée, donc vous vivez aux chaleurs, en température de chaque jour en fait de l'extérieur. Et puis pour le partie bois, donc du coup c'est des matériaux bio et géosourcés, et comme on voulait que ça soit réutilisable, on a cherché une façon de faire qui nous le permet. Donc on a fait auparavant un autre pavillon un peu en même temps avec un autre architecte à Versailles, Jean-Christophe Quinton, où je me suis inspiré en tant qu'ingénieur sur le travail de Philibert Delorme, donc le petit bois, sans transformation de bois. Et du coup, on a essayé de faire la même chose. Donc ici, c'est des éléments de bois de 4 mètres de longueur. On n'a découpé aucun élément de bois. Donc on est allé acheter les éléments et on les a conservés tels qu'ils étaient. Oui, et on n'a pas fait les nœuds à la japonaise, tandis qu'on aurait pu. Mais ça veut dire que tu transformes le bois. Donc ici, on a juste des simples vis. Et là où on a besoin de plus de matière, on en met plus. Ça veut dire pour un encastrement, on joue aussi sur la longueur de recouvrement entre des barres. Donc tout est pensé pour qu'on ait le même élément et on peut juste ajouter de la matière là où on en a besoin. Et on l'a détourné aussi parce qu'on travaillait ensemble sur la même modélisation paramétrique. Et comme nous, on travaille, on a nos propres logiciels d'optimisation génétique. Donc on a travaillé pour tous ces principes qu'on a mis ensemble. Donc c'est une série de paramètres, si vous voulez, qu'on partage. Donc on a discuté beaucoup de paramètres. Et les paramètres, avec l'outil de l'ordinateur, on a essayé de le mettre ensemble. Il y avait une idée très claire avec un croquis de l'équipe de l'INA. Et on a essayé de transformer comme une interprétation technique. Et vous allez voir en bas, il y a peut-être 3 barres pour pouvoir faire l'encastrement. Il y a un peu plus de recouvrement. Et la forme était déjà un peu dans les croquis, mais elle nous a aidé structurellement. Donc on l'a optimisé structurellement. Le poutre treillis qui fait l'encastrement aussi, on le lit comme un élément exposé, tandis qu'au début, il était un élément rapporté plutôt. Donc tout ce qui avait été dessiné comme une intention architecturale, on l'a interprété peut-être un peu bêtement, mais structurel.
Donc c'était ça la beauté aussi qu'on a pu discuter comme ça. Oui, c'est vraiment ce travail commun, on va dire, entre... Et dans une vitesse record aussi. Oui, c'est-à-dire on avait quelques mois seulement pour vraiment faire le travail. En plus, il faut le dire, toutes les entreprises au Japon étaient pas disponibles pour le faire parce qu'il y avait une sorte de boom en même temps pour faire tous les pavillons. Donc les prix étaient exorbitants. Le Japon, tu peux pas importer du bois d'ailleurs non plus. Donc on était obligé de l'acheter sur place. Donc les entreprises qu'on a finalement trouvées à la fin, on a dû travailler dans un temps record avec eux pour leur expliquer aussi la simplicité qu'on voulait avoir. Ils ont rajouté des choses qu'on n'avait pas prévues, comme les câbles AC. Ils en sont pour rien, en fait. C'est juste une mesure compensatoire par l'entreprise. Mais donc, du coup, nous, entre nous, on le regarde. Il y a des choses où on voit, c'était pas comme ça. Mais bon, tout en un, ils ont réalisé ce qu'on a voulu faire, quoi. Et un bâtiment sans très low-tech, on va dire, hein, sans grands dispositifs de ventilation ou autres. Parce que ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, c'est que les bâtiments aujourd'hui sont démontés et que malheureusement certains sont pour le bois brûlé et pour les éléments techniques pas réutilisés. C'est un peu le problème, ou c'est un peu cette défi des expos de demain qui sont censés parler du futur, mais qui font sur un consumérisme, quelque chose qui est utilisé très vite, très rapide et mis à la poubelle en fait. Et je pense que là, le pavillon devrait être un statement un peu à l'envers, déjà pour les techniques, comme vous le dites, après pour la réutilisation du bois, donc il y a juste la vis qui transperce, tout le reste non. Les plaques de bois qui sont en façade qui font le contreventement d'ailleurs aussi, donc il n'y a pas d'autre croix de contreventement, c'est juste ça. C'est quand même un peu sismique aussi le pays, le Japon. Un petit peu, oui. Ouais. Donc du coup aussi cette ductilité qu'on a essayé de jouer dans les éléments, donc tout ça, ça va, et en gardant la qualité plus la vraie réutilisation. Donc l'idée maintenant, quand ils l'ont démonté, ils sont en train de les réutiliser dans un bâtiment, quoi. Voilà, on ne réutilise pas, on ne remonte pas le bâtiment ailleurs, mais on réutilisera les bois qui ont été utilisés là. Un dernier mot sur ce bâtiment, sur cette expérience. Je pense dans tous les cas c'était une expérience aussi pédagogique parce que je pense l'intérêt que le pavillon temporaire aussi dans le cadre de l'expo c'est toujours une sorte de un challenge, donc c'est une sorte de défi qu'on doit résoudre, et le point intéressant que ce projet là pour le Japon était quand même exceptionnel parce que normalement dans les cadres de réglementation actuels ce projet ne peut pas vraiment exister. C'est juste à cause de un peu certains relâches de réglementation incendie en Japon, juste pour les projets de Expo Universelle, oui. qu'on a pu créer cette, disons... sur un bâtiment qui serait resté, on n'aurait pas pu le travailler comme ça. Exactement. Donc en gros, il y a beaucoup de sujets qui étaient étudiés dans le cadre de sécurité incendie. Par exemple, le 4 étages, c'est niet, disons déjà en Japon, en bois. Et ici, c'est le bâtiment en 4 étages. Déjà, c'est la structure non protégée. Donc, et puis, structure, même, ils voulaient rajouter partout des plaques AC aussi, en fait, hein, parce que c'est dans le code sismique. Donc, les bureaux d'études locaux et l'entreprise voulaient avoir partout de l'acier pour être la redondance sismique. On leur a démontré par le calcul aussi de ne pas le faire. Donc, dans ce sens, c'est vraiment de la recherche pour eux aussi, où ils se sont étonnés un peu eux-mêmes que ça marche, un. Mais deux, on a référé à leur propre pavillon des temples japonais qui existent depuis 500 ans, où ils ont à la limite un peu, pas perdu, mais en fait la réinterprétation contemporaine de ce genre de choses, elle peine un peu à exister aussi en fait, juste par la réglementation. Et c'est assez beau qu'on puisse, dans le cadre d'un expo, l'utiliser comme un démonstrateur à échelle 1 en fait, je pense. Donc démonstrateur à échelle 1, aujourd'hui démonté, c'est ça. Mais une belle expérience pour vous. Vous l'utilisez dans votre travail aujourd'hui, cette expérience ? Ah oui, bien sûr. C'était vraiment pédagogique, même pour nous, parce qu'en fait, ça a créé une sorte de pensée, une sorte de direction aussi de développer les autres projets sur cette
approche très basique. Donc en fait, c'est presque un assemblage avec les éléments non industriels, disons les matières premières. Et donc ça, je pense, dans le viseur de l'approche écologique et aussi en fait dans l'utilisation de bois en France, c'est très pertinent en fait. Donc on voit déjà l'utilisation de cette approche-là quelque part en France, j'espère. Vous allez pouvoir reproduire. Votre mot de la fin. Oui, c'est une belle question aussi. La réutiliser, c'est des connaissances partagées en fait. Et il faut qu'on apprend l'un de l'autre. Ces connaissances tacites dans le temps qu'on doit ramener au temps moderne. C'est notre rôle aussi, c'est un peu notre recherche de chaque jour. Donc je le prends comme très personnel. Je suis prof aussi à l'école de Versailles. J'ai travaillé sur le pavillon en face là aussi, donc du coup c'est là où on doit être au front pour ramener le bon usage des matériaux et de nos actions contemporaines en fait. Donc on a tout notre mot ou notre action à faire en fait. Action à faire et l'expérience à partager. Tout à fait. Oui. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti-Journal TV pour nous parler donc de ce pavillon du Bahreïn à Osaka. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Bâti-Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, le Forum International Bois Construction et les magazines 5 Façades et Woodsurfer. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.